Maxime Chambonneau de l'Université de Jena, qui est dans le groupe de Stéphane Holte, qui va nous présenter domestiquer la filamentation laser pour la microstructuration interne du silicium, avec des lasers ultra brefs, n'est-ce pas? Je te laisse la parole. Ok, merci Inka pour l'introduction et bonjour à tous. Donc comme introduit, je m'appelle Maxime Chambonneau, je travaille à l'Institute of Applied Physics à Jena en Allemagne. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner eh bien une overview, un état de l'art, faire un état de l'art sur la microstructuration interne du silicium, qui est un sujet qui est en plein essor pour ses intérêts à la fois académiques et industriels. Avant toute chose, je tiens à remercier le comité d'organisation, donc Inka et Raphaël, pour leur invitation. Et je regrette de ne pas être présent avec vous à Rennes, mais malheureusement, les connexions entre l'Est de l'Allemagne et l'Ouest de la France ne sont pas les meilleures. C'est le moins qu'on puisse dire. Bref, alors, avant de vous parler de silicium, je vais vous parler de matériaux diélectriques pour faire un peu la continuité de ce qui a été vu ce matin. Et en particulier l'inscription laser interne par laser ultra bref dans les diélectriques. Donc ce sera un secret pour personne dans cette salle, j'imagine, que les lasers ultra brefs représentent un outil absolument extraordinaire pour fonctionnaliser des matériaux diélectriques avec de nombreuses applications, que ce soit en optique fibrée, en microfluidique, en micromécanique, en stockage de données, en cristallisation de verre également pour produire de la seconde harmonique en passant à travers un verre. Bien sûr pour la chirurgie, en particulier la chirurgie oculaire. Ensuite viennent toutes les applications industrielles, donc tout ce qui est perçage, découpe et soudage, et également des applications un peu plus exotiques, je dirais, pour par exemple la super densification de matériaux diélectriques par laser ou l'inscription de guides d'onde dans des verres. Bien. Alors, pourquoi les lasers ultra brefs représentent un outil aussi extraordinaire? Ben, c'est pour deux raisons. La première raison va être spectrale, elle est représentée ici. Donc ça avait été abordé par François ce matin. C'est-à-dire que quand on parle de microstructuration interne, eh bien, ça suppose qu'on soit dans la bande de transparence du matériau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie d'un photon doit être inférieure à l'énergie du bandgap du matériau. Et ça impose des conditions sur la longueur d'onde qu'on va utiliser pour faire du processing sur le matériau. Donc là, on peut comparer sur cette photo, par exemple, une absorption linéaire à une absorption à deux photons. Et ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que dans le cas d'absorption multiphotonique, ici d'ordre 2, l'interaction elle prend place dans un volume qui est extrêmement confiné, comme on voit en insert dans les deux cas. Et ça permet d'avoir eh bien, un degré de contrôle qui est assez fantastique sur les modifications qu'on peut produire dans les matériaux diélectriques. Bien sûr, la deuxième raison, quand on dit laser ultra bref, eh bien, on se doute bien que l'atout principal de ces impulsions laser, eh bien, c'est lié aux propriétés temporelles. Et si on considère par exemple une impulsion de l'ordre de 100 femtosecondes, comme représenté ici, ben, on va pouvoir regarder tous les mécanismes qui prennent place durant et après le pulse. Durant le pulse, ben, on va avoir un dépôt d'énergie et les mécanismes principaux qui vont avoir lieu, ben, c'est la propagation qui est gouvernée par les équations de Maxwell, ainsi que l'ionisation. Ici, j'ai représenté donc le changement, la dérivée temporelle de la densité électronique. Et j'ai inclus deux mécanismes assez simples, donc l'ionisation multiphotonique d'ordre n et l'avalanche. Bien sûr, on pourrait considérer d'autres mécanismes d'ionisation et de recombinaison qui rentrent en jeu. Et puis, au-delà d'environ une dizaine de picosecondes, on va avoir la réponse du matériau et donc tous les événements thermomécaniques qui vont gouverner cette échelle de temps.
En particulier le lancement d'ondes de choc à l'intérieur du matériau qui est gouverné par les équations hydrodynamiques, la diffusion thermique qui est gouvernée par la loi de Fourier pour la conduction, et la resolidification, c'est-à-dire le retour du matériau à son état initial ou modifié, mais à un état froid et non excité. Et avec un schéma comme ça, ben, on voit très bien pourquoi les lasers ultra brefs représentent un atout majeur. C'est-à-dire que à cette échelle de temps, on arrive à bien séparer les causes qui sont liées au dépôt d'énergie dans le matériau, des conséquences qui sont liées à la réponse du matériau. Et entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer le transfert de l'énergie gagnée par les électrons jusqu'au réseau d'ions à travers le couplage électron-phonon. Donc ça prend place autour de 1 à 10 picosecondes selon le matériau considéré. Et donc un avantage en fait des impulsions ultra brèves, bah, c'est d'avoir des modifications qui sont extrêmement bien définies, donc un degré de contrôle assez énorme, et une charge thermique, comme vous voyez ici, c'est le bout d'une allumette, une charge thermique qui est relativement limitée comparée à des impulsions longues où bien sûr l'allumette devient morte. Et les trous ne sont plus aussi bien définis et on a beaucoup d'effets thermiques durant et après l'impulsion. Alors la question, ça va être pourquoi on voudrait étendre tout ça, toute cette technique d'inscription laser ultra brève au silicium? Bah, en fait, ça va être pour plusieurs raisons, notamment une raison académique, c'est-à-dire il est toujours bon de connaître la réponse d'un matériau à gap extrêmement étroit sous des conditions extrêmes. Et puis, ça va permettre également de déterminer des paramètres qui sont assez difficiles d'accès, comme par exemple la dynamique d'ionisation ou la recombinaison du plasma, etc., etc. Une autre raison de le faire, eh bien, c'est pour des raisons industrielles finalement, puisque quand on dit silicium, on pense immédiatement à la Silicon Valley en Californie, et on pense aux propriétés électriques du silicium qui signifient des applications industrielles. Comme on l'a vu ce matin, il existe des méthodes lithographiques pour fonctionnaliser le silicium, comme par exemple le Silicon on Insulator, SOI. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elles sont généralement limitées à des configurations 2D, ou si on veut faire du 3D, il faut faire du couche par couche. Et ça nécessite un environnement qui va être extrêmement propre. Ça va nécessiter beaucoup de temps et donc ça va générer un coût qui est non négligeable. Et à contrario, si on arrivait à développer de l'inscription laser à l'intérieur du silicium, ben, ça serait une technique à la fois 3D, flexible, rapide et sans contact. Et enfin, ben, la troisième raison, c'est une raison économique, c'est-à-dire que le silicium, il est impliqué dans beaucoup de marchés qui sont en constante augmentation. Ici, je donne quelques exemples, mais c'est pas exhaustif. Donc, la photonique sur silicium, les technologies quantiques, la microélectronique ultra rapide, les capteurs, le photovoltaïque, etc., etc. Alors, comment on peut le faire de manière technique? Comment on peut transférer l'inscription laser ultra rapide des diélectriques au silicium? Ben, comme vous voyez ici, le silicium à droite, il est opaque à la lumière visible et ça implique qu'on va déjà avoir besoin techniquement de sources laser qui émettent nécessairement dans l'infrarouge. Sachant que bien, dans cette gamme spectrale, les optiques et les détecteurs sont à la fois beaucoup plus coûteux et beaucoup moins efficaces dans l'infrarouge que dans le visible. Et puis, il y a d'autres difficultés que je vais détailler après, mais si on compare les propriétés du silicium cristallin à la silice, on peut en conclure que dans le silicium, tout est absolument extrême. Extrême de quel point de vue? Ben, du point de vue de l'absorption, sachant que le band gap du silicium est environ 9 fois moins élevé que celui de la silice. Et ensuite, on peut regarder l'indice de réfraction linéaire qui est beaucoup plus élevé que celui de la silice, tout comme l'indice non linéaire.
qui est 2 ordres de grandeur au-dessus de celui de la silice. Ces 2 ordres de grandeur, on les retrouve également, sur la dispersion, donc la dispersion de vitesse de groupe, et également sur la diffusivité thermique, qui est quand même beaucoup plus élevée dans le silicium que dans la silice. Alors le plan, que je vais suivre, lors de ma présentation, il est le suivant. Tout d'abord, je vais vous introduire les limitations, de l'interaction laser-silicium qui sont liées à des phénomènes de filamentation. Ensuite, je vais vous présenter les méthodes qui ont été développées par différents groupes pour contourner ces limitations. Et enfin, je vais vous parler des applications, donc tout ce qui a été développé, en utilisant ces techniques. Alors tout d'abord, les limitations. Donc, la filamentation, dans le cas général, la filamentation, qu'est-ce que c'est? François en a parlé ce matin. Donc c'est un régime, c'est un régime de propagation qui est hautement non linéaire et qui fait intervenir principalement 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'effet Kerr qui va avoir pour effet de changer l'indice de réfraction, du matériau sous l'action de lumière intense, et il se trouve que le changement d'indice correspondant va être positif, ce qui va avoir pour effet un effet de lentille convexe et donc un effet de focalisation, et même on parle d'autofocalisation. D'autre part, va y avoir des effets liés au plasma, c'est-à-dire que un plasma va se former à partir d'une certaine intensité, et donc ce plasma, eh bien, il va avoir il va être associé à un changement d'indice, cette fois négatif, qu'on peut facilement démontrer avec un modèle de Drude. Et ça va avoir pour effet, eh bien, l'exact opposé, c'est-à-dire une lentille concave à l'intérieur du matériau, et donc une défocalisation par le laser. Et donc, comme illustré ici, bien, vous voyez, un peu le genre de régime qu'on a, c'est-à-dire que le faisceau arrive, il s'autofocalise sous l'action de l'effet Kerr, il est défocalisé par le plasma, il est refocalisé ensuite, par l'effet Kerr, redéfocalisé, et ainsi de suite. D'où l'idée du filament, c'est-à-dire c'est de la lumière autopiégée. Donc ce régime, il est très avantageux pour de nombreuses applications que je ne vais pas vous détailler ici. Je peux citer en exemple des travaux assez récents de la part du LOA à Paris, où ils ont utilisé des filaments pour, eh bien, attirer la foudre au sommet d'une montagne, et donc avoir un paratonnerre laser, heu, avec des filaments. Mais dans le cas du silicium, bien, il y a 2 conséquences principales à la filamentation qui vont s'avérer être assez catastrophiques pour, maximiser le dépôt d'énergie. Et en particulier, lorsque vous voyez la fluence à l'intérieur du matériau en fonction du chemin optique, et ce que vous pouvez voir, c'est que lorsqu'on change de couleur, donc on change d'énergie, et il y a le point de focalisation va changer, préférentiellement en région très focale. Donc ça, c'est la première conséquence, donc une défocalisation. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que lorsqu'on exprime la fluence laser à l'intérieur du matériau en fonction de l'énergie d'impulsion, mais, ce qu'on voit ici, c'est qu'à un moment, l'énergie va saturer, c'est-à-dire on va pas pouvoir déposer, ça sert à rien d'utiliser plus d'énergie, d'impulsion. La fluence à l'intérieur du matériau va être saturée, et lorsqu'on prend ces 2 conséquences ensemble, ben, on peut en conclure qu'il existe une délocalisation du dépôt d'énergie, préférentiellement en région très focale, et que, eh bien, accroître l'énergie laser va s'avérer être une stratégie, qui est, absolument médiocre pour espérer pouvoir modifier le silicium de manière interne. La, la figure peut-être la plus importante, que je voudrais que vous reteniez sur cette différence entre silicium et diélectrique, elle est la suivante: c'est lorsqu'on exprime la fluence maximum dans le bulk du matériau en fonction de l'énergie impulsionnelle. Et dans le cas du silicium, comme vu, à gauche, beh, on sature, assez rapidement en termes de fluence délivrée, et on sature en dessous du seuil de modification du matériau. Et à contrario, dans les diélectriques, bien sûr, on peut, atteindre un régime où on a de la filamentation,
mais dans tous les cas, on va arriver à modifier le matériau, c'est-à-dire à passer le seuil d'endommagement du dielectrique considéré. Alors, la filamentation, comment on peut la modéliser dans le silicium? Bah, tout d'abord, donc en termes théoriques, on peut utiliser l'équation de Schrödinger non linéaire, qui est représentée ici. Donc, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut considérer différents mécanismes. Ici, j'ai représenté la diffraction, l'effet Kerr, l'absorption à 2 photons et les effets plasma en termes d'absorption et de défocalisation. Et en parallèle, il va falloir compter le nombre de charges qui ont été produites à l'intérieur du matériau en considérant l'absorption à 2 photons dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce groupe-là qui est indiqué en bas qui avait fait ce travail en 2016. Et ce qu'ils avaient fait, c'était d'évaluer la densité électronique atteinte dans le matériau en fonction de l'énergie impulsionnelle. Et ce qu'ils voyaient sans surprise, c'était que à partir de l'énergie impulsionnelle extrêmement modeste, hein, là on est de l'ordre de 10 nanojoules, bien on a une saturation de la densité électronique à l'intérieur du matériau. Et puis ce groupe, il avait également modifié le modèle pour essayer de voir ce qui se passait lorsqu'on changeait la longueur d'onde. Et donc c'est le graphe que vous voyez ici, donc l'énergie volumique, donc l'énergie déposée en fonction de la longueur d'onde. Donc cette fois, ils utilisent plus une absorption seulement à 2 photons, mais à K photons dans le cas général. Et ils avaient noté 2 choses. La première, c'est que, il y a un pic autour de 2 microns qui correspond au pic en termes d'indice non linéaire et qui résulte en un pic, d'énergie déposée à l'intérieur du silicium. Ensuite, l'énergie déposée va décroître, puis réaugmenter sous l'action de l'absorption par Bremsstrahlung inverse, qui va être d'autant plus efficace que la longueur d'onde est élevée. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Et pour la partie expérimentale, ben, on peut caractériser la filamentation de différentes manières. Tout d'abord, ce groupe-là avait utilisé du pompe-sonde de manière interférométrique, ce qui leur permettait de discriminer en fait le changement d'indice lié à l'effet Kerr dans le matériau de celui lié à l'effet plasma dans le matériau. Donc ça, c'était assez puissant. Et puis au LP3, ce qui avait été fait, c'était de la shadographie après l'impulsion pour essayer de voir le changement en termes de transmission lié au plasma. Et ce qui avait été observé, donc c'était une saturation de la transmission, c'est-à-dire un niveau minimum de la transmission à l'intérieur du silicium. Et donc la conclusion, c'était que, eh bien, il existait une production de plasma sous-dense qui était auto-limitée. Donc ça, c'est pour les aspects d'imagerie pompe-sonde. Une autre technique qu'on peut utiliser qui est très efficace dans le silicium, c'est la propagation, enfin l'imagerie de propagation non linéaire. Et en particulier, donc l'idée principalement, c'est d'enregistrer des images à différents plans correspondant à différentes positions de l'objectif de focalisation. Pour accéder à la distribution influence 3D à l'intérieur du matériau que vous voyez par exemple ici. Donc ça, c'est une technique qui avait été développée initialement par le LOA, si je me trompe pas, puis reprise par FemtoST, donc le groupe de François, dans de l'eau et dans du verre, respectivement. Et dans le silicium, il se trouve que c'est un moyen d'observation qui est assez fascinant puisque ça permet d'avoir une observation qui est directe et non destructive des filaments. Donc on peut directement, et de manière reproductible, imager les filaments et bien estimer la fluence à l'intérieur du silicium en fonction de l'énergie d'impulsion que vous voyez ici. Et donc ce qui avait été démontré, c'était que bien cette fluence va saturer au bout d'un certain moment et qu'on peut distinguer le régime, de propagation linéaire du régime de propagation non linéaire. Voilà, donc maintenant qu'on a le cadre, donc ces limitations, quels ont été les moyens qui ont été développés jusqu'alors pour contourner ces limitations? Donc il y en a eu plusieurs développés par différents groupes.
Et le premier, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du HyperNA, donc de l'hyper-ouverture numérique, notamment en utilisant une lentille à immersion liquide. Donc le principe, c'est simple. Si on définit l'ouverture numérique comme étant l'indice de réfraction du matériau fois le sinus du demi-angle du cône de lumière, l'utilisation d'un objectif à immersion liquide, ça va avoir pour effet l'utilisation d'une huile, donc l'augmentation de l'indice de réfraction et donc une intensité qui va être considérablement augmentée par rapport à lorsqu'on utilise de l'air. Donc ce groupe-là avait utilisé une ouverture numérique de 1,25 et ils avaient pu démontrer qu'il était possible de faire de l'inscription transverse, donc perpendiculairement à l'axe optique, dans le silicium. Et puis, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui, on peut aller plus loin et cette fois utiliser, une lentille à immersion non pas liquide mais solide. Et l'idée, c'est la suivante, c'est-à-dire d'avoir, une interface, air silicium qui soit sphérique et ça va avoir pour conséquence, de supprimer, la réfraction à l'interface et au final, ce qu'on obtient en termes d'ouverture numérique effective, c'est l'indice du matériau, donc 3,5 fois, l'ouverture numérique de l'objectif, qui est, donné par le constructeur. Et grâce à cette technique, il avait été montré que c'est possible, bien de produire des modifications au centre de la sphère et des modifications qui sont, répétables avec une ouverture numérique d'environ 3. Une deuxième technique, consiste à utiliser des précurseurs de surface. Donc quand je dis précurseur, ça peut être en phase de sortie, mais là on va se concentrer, tout d'abord sur des précurseurs en phase d'entrée. Et ça agit comment? L'idée c'est de déposer un matériau amorphe à l'interface, enfin à la surface, du silicium, et puis de tirer au laser dessus. Et ce qui avait été, démontré, c'était que, bien ça marchait, c'est-à-dire on arrivait à modifier le silicium, mais de manière sous-surfacique et il était possible, de faire une inscription transverse à l'intérieur du matériau. On peut également utiliser des précurseurs en phase de sortie du matériau. Comme vous voyez ici, c'est le résultat de tir, en face arrière du silicium. Pour, une des conditions assez similaires et ce que vous pouvez constater, c'est que, on est dans un régime qui est non déterministe et la formation, de modifications en face arrière du silicium, dans ce cas-là, elle est, aléatoire. Alors comment rendre ça déterministe? L'idée, ça a été développé par ce groupe, c'était de métalliser la face arrière du silicium pour augmenter, pour exalter le dépôt d'énergie en face arrière du silicium et ça permettait bien d'avoir des trous, qui sont assez répétables et puis, d'avoir un comportement surtout qui est donc, déterministe. Si on veut pas utiliser de coupe mince, on peut très bien utiliser une plaque de métal, classique et sans rentrer dans les détails ici, ce qui avait été observé par ce groupe, c'était que, il y avait du silicium après l'interaction, il y avait du silicium qui était présent sur le cuivre et vice versa, il y avait du cuivre qui était, présent sur le silicium et donc on a, un melting, c'est-à-dire une fusion et un mélange des 2 matériaux, donc du silicium avec le métal qu'on utilise. Une troisième façon, de contourner ces limitations, c'est de dire: «OK, on laisse tomber l'aspect ultra rapide, ultra bref et on va aller vers le régime nanoseconde. L'idée principale, c'est de constater que l'intensité, elle évolue de manière proportionnelle à 1 sur la durée d'impulsion et que donc les impulsions de nanosecondes vont permettre d'avoir des non-linéarités de propagation qui vont être, drastiquement, décrites. Et donc ce qui avait été observé par ce groupe néerlandais, c'était que, ça pouvait être utilisé avantageusement, donc le régime nanoseconde, pour produire des modifications, répétables à l'intérieur du silicium.
le problème de ce régime d'interaction, c'est que tout ce que je vous ai dit, auparavant avec l'échelle de temps et la séparation des causes et des conséquences, beh, ça marche pas du tout dans le régime nanoseconde puisque le matériau est en train de changer durant l'impulsion et que donc ça demande une modélisation généralement multi-échelle où on va prendre en compte, la propagation, l'ionisation, les effets thermiques, mécaniques et la recristallisation qui se produit, dans le matériau. Et tout ça pendant l'impulsion. Donc ça, c'est un travail qui avait été conduit par ce groupe aux États-Unis. Et une autre difficulté de ce régime, du point de vue, engineering, c'est le fait qu'à l'échelle nanométrique, ce qui avait été observé, c'était une grande variété de changements de matériaux sur un même site irradié. C'est-à-dire que là, c'est des clichés de diffraction électronique. Et ils avaient pu voir sur un même site, il y a des phases haute pression, des vides, des dislocations, des fissures et cetera et cetera. Et ça se retrouve également à l'échelle micrométrique, où on a une coexistence entre des parties où l'indice est positif, ici en rouge, donc ça c'est une image de phase d'une modification à l'intérieur du silicium et des changements d'indice négatifs en bleu et vert, donc tout ça sur un même site irradié. Une autre technique, bah, c'est d'utiliser non, le régime, pivot, c'est-à-dire que c'est le régime, picoseconde. Il suffit l'idée c'est de constater que, bien, en régime femtoseconde, c'est un défi assez considérable de modifier le matériau et d'un autre côté, en régime nanoseconde, ça fonctionne donc naturellement, le régime picoseconde apparaît comme étant, le régime pivot entre ces deux régimes temporels. Et il s'agit en fait d'avoir un compromis à trouver entre les propagations, enfin les non-linéarités de propagation et la zone affectée thermiquement. Donc ça avait été étudié, tout d'abord par ce groupe allemand, où ils avaient regardé la probabilité de modification du matériau en fonction de la durée d'impulsion. Et ce qu'ils avaient vu, c'est que, beh, lorsque les impulsions sont, plus longues, ben, il y a une, probabilité de modification qui est accrue, qui est un comportement qui est assez non intuitif quand on y réfléchit, puisque généralement quand on baisse, enfin quand on augmente la durée d'impulsion, on baisse l'intensité, donc pour une énergie constante. Et donc on devrait avoir une probabilité de modification qui est beaucoup plus faible. Ce qui est pas le cas dans le silicium pour les raisons de non-linéarité que j'ai évoquées précédemment. Et puis cette étude avait été, poussée, un peu plus loin par ce groupe OLP3, le groupe de David Grosjean, qui avait étudié la formation de modifications en fonction pour différentes conditions de laser, donc en fonction de l'énergie impulsionnelle et la durée d'impulsion. Et ce qu'ils avaient vu, c'est que, bah, autour de 10-20 picosecondes, il y a le seuil de modification qui est le plus bas possible. Et puis, lorsqu'on utilise des impulsions de quelques picosecondes, il est possible de voir des régimes, assez surprenants, assez exotiques, comme, celui-ci lorsqu'on représente la probabilité d'endommagement en fonction de la durée l'énergie. Donc aux fortes énergies, on arrive à atteindre les 100. Puis lorsqu'on baisse l'énergie, la probabilité baisse jusqu'à atteindre 0. Et à partir de ce point-là, ce qui est surprenant, c'est que, lorsqu'on rebaisse l'énergie et bien la probabilité de modification va réaugmenter, puis, décroître à nouveau. Ce qui avait été bien expliqué par, de l'analyse de flux d'énergie. Et bien sûr, c'est lié, aux effets de filamentation qui restent quand même assez importants on utilise des impulsions de quelques picosecondes. Enfin, une dernière méthode pour contourner ces limitations, c'est d'utiliser des trains d'impulsion. Donc par exemple des doubles impulsions. Donc l'idée principale, qui avait été développée par ce groupe japonais, c'était, d'utiliser un premier pulse pour ioniser le matériau et un second pulse, par la suite pour chauffer les charges qui ont été produites à l'intérieur du silicium.
jusqu'à temps d'obtenir eh bien des modifications que vous voyez ici. Sur le même ordre d'idées, ce qui a été, assez récemment développé à Marseille, c'était, l'utilisation de burst térahertz en termes de taux de répétition intra-burst. Et l'idée principale, c'est de provoquer, une accumulation de charge et ou de chaleur, sur une base pulse à pulse, avant que des effets de diffusion ne surviennent, donc à l'échelle nanoseconde. Et ce qui avait été vu, c'est que dans ce cas-là, il est possible d'avoir, des modifications répétables, à l'intérieur du silicium. Enfin, ce qui peut être utilisé et considéré comme un train d'impulsion, c'est, des imperfections temporelles, et l'idée ici, eh bien, c'est d'utiliser un profil temporel qui soit non pas gaussien. Ici, vous voyez une trace d'autocorrélation qui est tout sauf gaussienne, mais avec des rebonds. C'est-à-dire, ces rebonds vont correspondre à des impulsions satellites, qui vont donc ça va être des préimpulsions. Ces préimpulsions vont pouvoir créer des préplasmas qui vont pouvoir par la suite être, chauffés par le pic principal, de l'impulsion. Et en combinant des impulsions longues avec, des impulsions femtosecondes, il avait été, démontré que c'était possible de modifier le silicium. Tout comme en utilisant, une dispersion d'ordre élevé, donc typiquement, quelque chose comme ça, où il est possible, eh bien d'inscrire transversalement des lignes à l'intérieur du silicium. Donc chacune de ces méthodes que j'ai présentées présente des avantages et des inconvénients, sachant qu'idéalement on voudrait, quelque chose qui soit 3D avec une, zone affectée thermiquement limitée, un processus qui est sans contact et monolithique. Dans le cas, de l'HyperNA, on n'est pas 3D et on n'est pas sans contact. Donc ça, c'est les défauts de cette technique. Dans le cas des défauts, enfin des précurseurs en phase d'entrée ou de sortie, ben, on a ces mêmes défauts, mais en plus, on travaille pas sur, du silicium, enfin uniquement sur du silicium, donc sur, un matériau monolithique. Dans le cas nanoseconde, dans le régime nanoseconde, on a bien les effets, d'une technique 3D sans contact et monolithique. Par contre, la zone affectée thermiquement, elle reste élevée, et ça peut être, en partie, pas totalement, mais en partie contrebalancé par des impulsions dans le régime picoseconde ou par des trains d'impulsion, comme on l'a vu. OK, donc ça, c'était pour les techniques, et enfin, je vais vous parler bien des applications, donc tout ce qui a été développé, dans le silicium assez récemment par différents groupes. La première application, elle concerne, les technologies d'information, donc le stockage de données, et l'idée principale, c'est de modifier le silicium pour encoder de l'information et ensuite lire cette information, en microscopie. Et la preuve de concept avait été faite, avec des impulsions de picosecondes où on arrivait à discriminer en fait des modifications qui étaient en surface et des modifications qui étaient dans le volume du silicium. Et puis ça avait été, repris et poussé un peu plus loin, par le même groupe avec des impulsions térahertz, où ils avaient pu encoder de l'information sur différents niveaux, dans le volume du silicium. Et enfin, en utilisant des impulsions nanosecondes, donc ce groupe turc, avait permis de montrer qu'il était possible d'inscrire à l'intérieur du silicium des hologrammes de Fresnel, comme vous voyez, ici illustré sur cette vidéo. Deuxième application, ça concerne, le dicing, donc la découpe de wafers avec des applications en microélectronique et en photovoltaïque. L'idée principale, bien, c'est de fragiliser de manière interne, François en a parlé pour les verres, donc de fragiliser de manière interne le matériau avec des impulsions nanosecondes, puis en appliquant, une certaine force dessus, de séparer un wafer en des petits échantillons de silicium individuels. Donc ça marche très bien, ça a été développé par Hamamatsu, il y a presque 20 ans maintenant.
Et lorsqu'il compare cette technique de stealth dicing avec des techniques plus classiques comme de la découpe mécanique ou de la découpe par laser, mais en ablation de surface, le stealth dicing, il est sans contact et il provoque pas de débris, ce qui est assez avantageux pour les applications de microélectronique et de photovoltaïque. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire dans le silicium? On peut inscrire des guides d'onde. Donc ça avait été démontré avec des impulsions de nanosecondes, où vous voyez ici une image de phase. Et il avait été démontré qu'en ajustant le nombre de tirs par point du motif, il était possible d'avoir un canal, d'indice positif et supérieur à 10-3, ce qui est typiquement, l'ordre de grandeur qu'on veut lorsqu'on veut inscrire des guides d'onde dans un matériau. Cette technique, elle avait été reprise ensuite par la suite, au Kansas, pour l'inscription de guides d'onde, que ça soit des guides d'onde droits ou incurvés, avec des pertes de l'ordre de 3,3 dB par centimètre. Et puis si on veut pas utiliser, de changement d'indice positif, on peut très bien écrire des guides d'onde avec un changement d'indice négatif. C'est ce qu'on appelle le depressed cladding waveguides. L'idée principale, c'est de modifier la périphérie, d'un cœur, donc de pas irradier le cœur du guide d'onde, mais juste la périphérie. Et avec cette technique que vous voyez illustrée ici, le l'avantage, c'est qu'on a une taille de cœur qui est ajustable et des pertes qui sont extrêmement faibles, en tout cas pour des premières étapes, de l'ordre de 2,2 décibels par centimètre. Et enfin, on peut utiliser des impulsions femtosecondes pour, en utilisant la technique de précurseur de surface. Et ce qui avait été démontré, c'est qu'une couche de silice, amorphe en entrée, donc en phase d'entrée du silicium, permettait d'inscrire des guides d'onde sous-surfaciques. Donc ça, c'est une étude, assez pionnière, en 2005. Et puis, on peut également, inscrire des guides d'onde, comme vous voyez, illustrés sur cette vidéo, en bougeant le focus vers le bulk du matériau et donc de se reposer sur des précurseurs en phase de sortie, puis d'inscrire les guides d'onde dans le volume, avec des pertes qui sont, non négligeables, donc de 8,7 décibels, par centimètre. Donc ça, c'est pour l'aspect waveguide, mais bien sûr, on peut, inscrire et fonctionnaliser optiquement, le silicium de diverses manières. Par exemple, en inscrivant des coupleurs en Y. Donc l'idée, c'est d'avoir un guide d'onde qui va se séparer en 2 au bout d'un moment. Et lorsqu'on met, de la lumière en entrée, on a, ce que vous voyez ici, donc 2 spots en sortie, donc de la lumière qui est guidée de manière directionnelle. On peut inscrire aussi des éléments de focalisation comme par exemple, une lentille de Fresnel à l'intérieur du silicium. Donc vous voyez l'acoustique ici, donc l'aspect focalisation est bien démontré. Et puis on peut inscrire, tout simplement des réseaux de diffraction à l'intérieur du silicium et ensuite observer les différents ordres, de diffraction. Une autre application, ça concerne, la microfluidique, donc tout ce qui est lab on a chip et donc la plutôt application biologique et également la microélectronique. Donc ça avait été démontré par ce groupe turc. L'idée, c'est d'inscrire des canaux à l'intérieur du silicium et ces canaux vont permettre, d'avoir un liquide de refroidissement, qui va pénétrer beaucoup mieux dans la puce. Et ce qui avait été, vu ici sur cette vidéo, c'est que, il était possible de décroître la température du silicium d'environ 4 degrés en utilisant cette technique. Ce qui est assez intéressant pour augmenter les performances de microprocesseurs, par exemple. Une autre application, c'est la structuration de surface. Je pense que Jean-Philippe en parlera beaucoup mieux que moi, par la suite. Notamment en utilisant ce qu'on appelle le LIS ou LICE, pour Laser Irradiation plus Chemical Etching. Donc l'idée, c'est d'inscrire dans le volume, des structures, puis ensuite, d'utiliser une gravure chimique. Et ce qui avait été vu, c'est que dans le cas de modification à indice, négatif, à changement d'indice négatif, on a des porosités qui vont aider la solution à pénétrer à l'intérieur du silicium.
Et on peut donc avoir en surface, après gravure, des microstructures comme ceci. Et à l'inverse, lorsqu'on a des changements d'un dispositif, on a localement, on a une densification du matériau, ce qui va prévenir la solution de pénétrer dans le matériau, et on va avoir des petites bosses en surface après gravure. On peut aussi amorphiser, ça a été, récemment développé, dans mon groupe, on peut amorphiser, le silicium avec des impulsions picosecondes. Ce que vous voyez ici, et ici vous voyez un spectre Raman, typique dans la région ici en vert comparé à la région en noir. Donc vous voyez qu'on a, une amorphisation quasiment totale, et en bonus on a, des structures, des nanostructures de surface, donc des LIPS, qui apparaissent sur le silicium. Et enfin, la dernière application dont je voulais parler, c'était, le soudage, pour la microfabrication, l'astronomie, les capteurs et bien d'autres domaines. L'idée principale, elle est illustrée ici, c'est d'utiliser des impulsions picosecondes, puis de venir précompenser, la défocalisation non linéaire, afin de relocaliser le dépôt d'énergie à l'interface entre 2 matériaux. Donc le silicium est, par exemple, un métal, donc ce que vous voyez ici c'est du cuivre, et il avait été démontré qu'on pouvait obtenir, des liens, de l'ordre du mégapascal. Ce qu'on pouvait également obtenir dans le cas silicium avec une étape intermédiaire qui est le dépôt, de nanocouches métalliques à l'interface entre les 2 échantillons de silicium, afin d'exalter le dépôt d'énergie. Et puis ça avait été repris ensuite par un autre groupe, où ils avaient utilisé des impulsions de nanosecondes pour, souder du silicium, au silicium, ou du silicium à de l'arsenure de gallium. Et l'idée, c'était, ici, ce que vous voyez, c'est le résultat, de la soudure entre 2 matériaux, qui soutient le laser qui a servi à souder les 2 matériaux. Et ils arrivent à avoir des forces de soudage qui sont supérieures à 10 mégapascales, ce qui est assez considérable, pour de nombreuses applications. Bien, j'en viens à ma conclusion. Ce qu'on a vu, c'est que la filamentation, elle dicte le dépôt d'énergie dans le silicium, et elle s'avère être un problème majeur pour produire, des modifications permanentes avec des impulsions ultra rapides. Et il y a beaucoup de techniques qui ont été développées, pour contourner ces limitations, et en utilisant ces techniques, de contournement, il y a beaucoup d'applications qui ont été développées, et bien sûr le meilleur reste à venir, en tout cas je l'espère. Et si vous voulez en savoir plus sur, l'interaction laser-silicium ou l'inscription laser dans le silicium, je peux vous recommander ces deux références. Le premier, c'est un review paper publié dans Laser and Photonics Reviews, donc celui-ci. Et puis le deuxième, c'est le chapitre 27 du livre, Ultra Fast Laser Nanostructuring, qui a été publié cette année, et qui regroupe donc les 2 références regroupent un peu, tout ce que je viens de dire, donc c'est tout ce qui a été fait sur l'interaction laser-silicium. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention, je vais répondre à vos questions si vous en avez, et n'hésitez pas à me contacter par email à cette adresse si vous avez besoin. Merci. Bon, merci beaucoup, Maxime, pour ta présentation super intéressante et très riche.